L'odeur de la mort imprégnait les murs de pierre de la grande salle. Un mélange écœurant d'herbes amères et de pourriture qu'aucune quantité d'encens brûlé ne pouvait masquer. C'était l'odeur de mon mariage. Je marchais vers le déisse, chaque pas étant le dernier battement de cœur de la vie que j'avais connu autrefois. La lourde cape cérémonielle tissée avec le fil d'argent de ma lignée Alvara me semblait moins un honneur qu'un linceul. Mon nom de famille était la seule chose de valeur que je possédais, le prix de cette union. J'étais Carrie Talvara, sang loup et oméga d'une lignée déshonorée. Et aujourd'hui, j'allais devenir la Luna du roi, un titre qui n'était rien d'autre qu'une cage dorée construite autour d'une tombe. La meute m'observait de mille regards perçants. Leurs chuchotements me suivaient comme des spectres, des mots étouffés sur ma stérilité, mon incomplétude, une luna creuse pour un roi mourant, un vase vide pour un règne déclinant. Ils n'avaient pas tort. Le roi Varric Dallorn était un fantôme hantant son propre trône, un alpha légendaire terrassé par une maladie rampante qui avait réduit au silence son loup et flétri sa force. Le Conseil avait décrété que cette union était une nécessité, un moyen de lier l'influence déclinante de ma famille au trône et d'apporter un semblant de stabilité. Alors que le roi dépérissait, je devais être son réconfort, sa dernière reine, une jolie tragédie pour marquer la fin d'une époque. L'air se refroidit à mesure que je m'approchais de l'autel. Il se tenait debout, attendant, s'appuyant légèrement sur un bâton en obsidienne sculptée. La seule chose qui semblait le maintenir debout, même affaibli, était sa présence physique, une force brute, une montagne érodée par une tempête implacable. Varric était plus grand que dans mon souvenir, son corps émacié sous le poids de sa robe noire doublée de fourrure. Des cicatrices marquaient les traits durs de son visage. De vieilles histoires de batailles gagnées, mais les blessures les plus profondes étaient les nouvelles, gravées autour de ses yeux. Des ombres de douleur qui ne s'estompaient jamais. Ce n'était pas un homme. C'était un monument à ce qu'il avait perdu. Alors que je faisais mes derniers pas, il leva la tête et son regard croisa le mien. Il n'y avait pas de feu dans ses yeux, seulement les cendres grises et ternes d'un feu éteint depuis longtemps. Ce n'était pas une union d'âmes. C'étaient des funérailles communes. Le chaman, un vieillard flétri aux yeux semblables à des galets polis, commença l'ancien rituel. Sa voix était rauque et sèche. Il récita les mots du lien sacré, des mots qui parlaient d'unité, de force et d'éternité. Chaque syllabe était un mensonge. Il n'y aurait pas d'éternité pour nous, seulement les quelques mois que les guérisseurs lui avaient accordés. Il n'y avait aucune force dans cette union, seulement le désespoir d'une meute face à l'abîme. Zareth, de la maison d'Alvara. Le chaman marmonna, sa voix résonnant dans le silence caverneux. Offres-tu ta loyauté, ton esprit et ta vie au roi Alpha afin de lier ton destin au sien jusqu'à ce que la lune tombe du ciel? Ma gorge était nouée par la poussière et la peur. J'offrais une vie qui était déjà perdue. Un esprit que la meute considérait comme brisé. Oui, murmurai-je, les mots à peine audibles. Ils ressemblaient à du sable sur ma langue. Le chaman se tourna vers le roi. Varric, de la maison de Dalmor, alpha de la meute de la lune noire. Acceptez-vous cette offrande? Revendiquez-vous cette luna comme vôtre afin de la protéger, de l'honorer et de lier votre âme à la sienne pour tous les jours où la montagne se dressera? La réponse de Varric fut un grondement sourd arraché à une poitrine qui semblait lutter à chaque respiration. Oui, c'était le bruit d'un éboulement, lointain et inévitable. Alors que le lien soit scellé, déclara le chaman en levant les mains. Que le marquage commence. C'était le moment. L'acte final est irréversible. La tradition voulait qu'il me marque en premier, d'une morsure dans le cou qui me marquerait à jamais comme sienne. Mais Varric était trop faible. Le conseil avait modifié le rituel, une honte silencieuse qui flottait dans l'air. Au lieu d'une morsure, nous allions nous donner la main. Un serment de sang, un lien moindre pour une union moindre. Un frisson me parcourut lorsque le chaman sortit d'un petit poignard en argent. Il fit d'abord une légère entaille dans ma paume. La douleur fut vive et une ligne cramoisie apparut instantanément, contrastant avec ma peau pâle. L'odeur de mon propre sang, faible et sans odeur de loup, envahit mes sens. Une odeur d'insuffisance. Puis il se tourna vers le roi. Varric tendit la main, et pour la première fois, je vis le tremblement qui l'animait. Un frisson fin et incontrôlable qui trahissait sa profonde faiblesse. Le chaman passa la lame sur sa paume.
Vérec ne broncha pas, mais un gémissement grave s'échappa de ses lèvres, un son de pure agonie. Son sang était sombre, visqueux, et sentait la maladie, la poussière et les racines amères. Joignez vos mains, ordonna le chaman. Laissez le sang se mélanger. Laissez les esprits se reconnaître. Mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes. Un oiseau affolé piégé dans une cage d'os. C'était le moment, le point de non-retour. Je levai ma main tremblante, le sang coulant de ma paume sur le sol de pierre froid. Son regard était fixé sur moi, ses yeux gris cendrés renfermant un univers de résignation. Il acceptait son destin et j'en faisais partie. Lentement, je tendis la main. L'espace entre nous crépitait d'une étrange énergie. L'air devenait épais et lourd. La meute retint son souffle. Mes doigts effleurèrent les siens et le monde vola en éclats. Ce n'était pas un toucher doux. C'était un éclair frappant la terre sèche. Une chaleur aveuglante et brûlante me parcourut le bras. Un courant de puissance brute qui semblait arracher mon âme de mon corps. Un halètement s'échappa de ma gorge. Un son de choc et de douleur. L'air autour de nous explosa avec une odeur d'ozone et de pain brûlé, chassant instantanément la puanteur de la mort. Mais le véritable cataclysme se produisait en lui. Le corps de Ferric se raidit. Un violent tremblement secoua son corps, si puissant qu'il faillit le mettre à genoux. Son bâton d'obsidienne tomba bruyamment sur le sol. La main qui tenait la mienne se referma avec une force écrasante. Ses doigts éteignent comme des bandes de fer autour des miens. Un rugissement primitif et furieux s'échappa de sa gorge. Ce n'était pas un son humain, mais le grognement guttural et profond d'un loup. Un loup qui était resté silencieux pendant des mois. Ses yeux, autrefois ternes et sans vie, s'embrasèrent. La cendre grise fut consumée par un or en fusion ardent, la fureur incandescente d'un véritable alpha. Il fixait nos mains jointes, le mélange de nos sangs, comme s'il voyait une vipère enroulée là. Sa respiration était saccadée, désespérée, non pas par faiblesse, mais par une soudaine et irrésistible poussée de vitalité. La vie, violente et indomptée, revenait en lui, un torrent brutal et indésirable. Sous sa peau, je pouvais le sentir. Une présence fantomatique, une grande bête se réveillant d'un long sommeil drogué. C'était son loup qui se frayait un chemin pour revenir du bord du gouffre. Réveillé par le contact de mon sang, il reconnut quelque chose en moi, quelque chose dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Le lien n'était pas la chose calme et symbolique que le Conseil avait prévue. C'était un fil électrique, un conduit, et à travers lui, ma propre force vitale était aspirée, nourrissant la créature affamée qui sommeillait en lui. Le chaman trébucha en arrière, le visage figé dans une expression d'incrédulité et de terreur. Les anciens de la meute se levèrent d'un bond, le visage pâle sous le choc. Cela n'était pas censé se produire. Le rituel était censé être un adieu silencieux. Au lieu de cela, c'était une résurrection. Les yeux dorés de Vérec se levèrent brusquement pour croiser les miens. La douleur était toujours là, mais elle était différente maintenant. Elle était vive, claire et mêlée d'une horreur naissante qui m'était entièrement destinée. Il ne se contentait plus de me regarder. Il voyait à travers moi, au cœur même du lien qui venait de se nouer. Il voyait l'ancienne et terrible magie à l'œuvre. Il voyait l'échange, sa vie contre la mienne. La prophétie, celle qui était murmurée dans les coins sombres et rejetée comme une vieille légende, s'abattit sur sa conscience. Lorsque le roi mourant touchera la main de la mariée creuse, la revendication des ombres sera inversée. Le loup se lèvera et la lune tombera. Il comprit. Il comprit enfin le véritable pari du conseil. Il ne m'avait pas choisi pour le réconforter dans la mort. Il m'avait choisi pour être le sacrifice qui le sauverait de celle-ci. Il serra ma main plus fort, ses jointures blanchissantes. Le feu qui coulait dans ses veines était mon feu. Le souffle dans ses poumons était mon souffle. Et l'ombre qui le consumait lentement se retournait maintenant, son regard affamé fixé sur une nouvelle cible. Moi. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Son expression était celle d'une terreur absolue qui brisait l'âme. Pas pour lui-même, mais pour moi. La meute vit un miracle, un roi renaître. Mais dans l'or flamboyant de ses yeux, je vis ma propre condamnation à mort être signée. Il relâcha enfin son étreinte, ses doigts se retirant comme si ma peau l'avait brûlé. Lorsque son contact quitta le mien, un froid glacial s'infiltra dans mes os. Un vide profond qui n'était pas là quelques instants auparavant.
C'était le premier goût de la revendication des ombres. Non, finit-il par articuler d'une voix rauque et brisée. Il regarda tour à tour les membres du conseil stupéfaits, le visage marqué par la trahison et la fureur. Qu'as-tu fait? La question de Varric resta suspendue dans l'air, tranchante et brillante comme un éclat de glace. Qu'as-tu fait? Ce n'était pas la voix d'un homme mourant. C'était le rugissement d'un roi, un bruit de tonnerre roulant dans un ciel silencieux, et toute la meute tressaillit comme frappée. L'odeur dans la salle avait changé. Le miasme écœurant de la maladie avait disparu, arraché et remplacé par l'arôme puissant et électrisant d'un alpha dominant dans la fleur de l'âge. De l'ozone, de la pierre froide des montagnes et du pain ancien. C'était une odeur de pouvoir absolu qui avait été absente si longtemps que son retour fut un choc pour le système. Callen, le doyen du conseil, au visage buriné comme du granit, s'avança. Son expression n'était pas celle de la culpabilité, mais d'une détermination sinistre et inflexible. Nous avons fait ce qui était nécessaire, mon roi. Nous avons sauvé notre meute. Sauvé. Le rire de Varric était un aboiement rauque et terrifiant, dépourvu d'humour. Vous appelez cela le salut, lié à ma vie à la destruction d'un innocent. Vous avez fait de moi un parasite, un nourricier dépendant. Il fit un pas vers eux, et pour la première fois depuis 1 an, il n'y avait aucune faiblesse dans sa démarche. Il n'y avait qu'une force mortelle à enrouler. Les membres du conseil reculèrent instinctivement d'un pas. Je restais figé entre eux, à l'épicentre du séisme. La chaleur de sa main avait disparu, laissant place à un froid qui s'infiltrait désormais plus profondément dans mes os. C'était plus qu'un frisson physique. C'était un vide envahissant, comme si la couleur et la vitalité du monde s'échappaient lentement, ne laissant que des nuances de gris. Je baissai les yeux vers ma paume. La coupure que le chaman avait faite n'était plus qu'une fine ligne argentée, mais la peau autour était engourdie, morte. Une vague de vertige me submergea, je vacillai et ma vision se rétrécit. Les légendes étaient claires, insista Callan, la voix tendue mais ferme, s'adressant à toute la salle. La lignée Alvara porte en elle une étincelle dormante dans un oméga sans loup. Cette étincelle est l'essence même de la vie, libre de toute attache à une bête. La prophétie parlait d'une union qui pourrait raviver la flamme d'un alpha mourant. C'était un sacrifice, oui, une vie pour préserver le roi et, avec lui, les milliers de vies qui dépendent de sa force. Un sacrifice. Il prononça ces mots avec tant de facilité, comme s'il parlait d'un cerf qui avait échoué. Pas ma vie, que tout le monde, y compris moi-même, avait jugée sans valeur, était soudainement devenue assez précieuse pour servir de monnaie d'échange pour celle d'un roi. L'ironie était un acide amer dans ma gorge. J'avais passé toute mon existence dans l'ombre, une honte pour mon manque de loup, un rappel constant de la chute de ma famille. Ils m'avaient traité comme moins que rien, un espace vide à table. Et maintenant, ils avaient trouvé une utilité à ce vide. Ils utilisaient mon vide pour combler le sien. Les yeux dorés de Varric brillaient. Tu parles de prophétie et de sacrifice, Calline. Je parle de damnation. Tu m'as maudit. Tu as lié mon âme à une condamnation à mort qui n'est pas la mienne. Son regard se posa sur moi, et la fureur brute dans ses yeux fut momentanément éclipsée par autre chose, quelque chose de bien plus douloureux à voir, une agonie profonde et impuissante. Il voyait les effets du lien sur moi. Il pouvait probablement sentir la vie me quitter, une odeur semblable à celle du clair de lune qui s'estompe. Son loup était désormais réveillé, une présence agitée et puissante juste sous sa peau. Je pouvais le sentir à travers le lien, un faible frémissement qui vibrait dans ma propre poitrine. C'était une créature magnifique et terrifiante, goûtant à la véritable vitalité pour la première fois depuis des mois. Et elle était vorace. Elle ne comprenait pas le prix à payer. Elle ne comprenait que le regain de vie, la force qui revenait dans ses membres, le feu qui se rallumait dans son sang, et elle en voulait plus. Elle puisait en moi, aspirant l'essence même de mon être à travers le lien nouvellement forgé, et je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Elle est Luna maintenant, Varric. Un autre ancien intervint, la voix légèrement tremblante. Le lien est sacré. C'est fait. Elle est ma prisonnière, grogna Varric, sa voix se transformant en un grondement grave et dangereux qui me donna des frissons dans le dos. Et je suis son bourreau. Le monde bascula à nouveau, plus violemment cette fois. Les torches qui bordaient les murs semblaient s'éteindre,
leur flamme rétrécissant. Le murmure de la meute devint un bourdonnement lointain. Le froid me transperçait désormais les os. Une fatigue profonde et tenace qui semblait ancestrale. J'avais 18 ans, mais à cet instant, j'avais l'impression d'avoir vécu 1000 ans et d'être enfin en train de me transformer en poussière. Mes genoux se sont dérobés. Avant que je ne tombe, une main s'est tendue et m'a agrippé le bras. C'était Varric. Son contact était électrique, une bouffée de chaleur contre le froid qui m'envahissait. Il me redressa avec une aisance qui témoignait de sa nouvelle force, une force qu'il m'avait directement volée. Ce contact était un paradoxe vertigineux. Sa chaleur était un réconfort contre le froid, mais je savais qu'elle était la source même de mon déclin. Il me tira légèrement derrière lui, un geste protecteur subtil qui me protégeait du regard accusateur du conseil et des regards perçants de la meute. Son corps était un mur solide de chaleur dans mon dos, et son odeur, ce parfum irrésistible d'hiver et de nature sauvage, m'enveloppait. Pendant une fraction de seconde, je me suis senti en sécurité. C'était un sentiment absurde, impossible. L'homme dont la vie consumait activement la mienne était la seule chose qui me soutenait. La cérémonie est terminée, Vaud, annonça-t-il d'une voix tonitruante, avec une autorité qui lui avait fait défaut depuis trop longtemps. Personne n'osa contester. Le conseil me répondra en privé. Il n'attendit pas de réponse. Sa prise sur mon bras était toujours ferme. Il se retourna et se mit à marcher, m'entraînant avec lui. La meute s'écarta devant nous, formant une mer de visages stupéfaits. Des murmures suivirent notre passage, mélange d'admiration pour leur roi ressuscité et de compréhension horrifiée du prix à payer. Je n'étais plus seulement la mariée vide. J'étais le sacrifice vivant et ma lente marche vers l'autel avait été remplacée par une marche rapide vers un autre type de tombe. Nous avons quitté la grande salle pour plonger dans les quartiers froids et silencieux de l'aile royale. Les torches vacillaient, projetant de longues ombres ensemble. Sans un dansant qui semblait vouloir m'atteindre. Chaque pas était un effort monumental. La léthargie empirait. Une lourde couverture recouvrait mon âme. Very ne ralentissait pas le pas. Il se déplaçait avec la grâce prédatrice de l'alpha qu'il était né pour être. Ses longues foulées étaient sans effort. Je devais presque courir pour le suivre. Ma respiration était courte et superficielle. Il ne parlait pas. Le silence entre nous était chargé d'horreur tacite, chargé de l'énergie violente du lien qui pulsait entre nous. Je pouvais sentir son loup, curieux et possessif, m'évaluer à travers cette connexion. Il me reconnaissait comme sa source de vie, sa compagne, sa Luna, et au plus profond de mon âme dépourvue de loup. Une petite partie oubliée de moi tremblait en réponse à la puissance pure de cette connexion. Finalement, il s'arrêta devant deux immenses portes en chêne. C'était l'entrée de ses appartements privés, une partie du château qui avait été scellée depuis que sa maladie s'était déclarée. Il poussa l'une des lourdes portes d'une seule main, le grincement des charnières anciennes résonnant dans le hall vide. Il me fit d'entrer et laissa la porte se refermer derrière nous dans un bruit assourdissant, nous plongeant dans une obscurité presque totale et un silence encore plus profond. L'air à l'intérieur était vicié et chargé de la poussière du désusage. Une faible lumière lunaire filtrait à travers une haute fenêtre cintrée, illuminant les formes fantomatiques des meubles recouverts de drap blanc. C'était le cœur de son repère, l'antre d'une grande bête qui attendait la mort. Il lâcha enfin mon bras. La perte de sa chaleur fut immédiate et brutale. Le froid revint, plus intense qu'auparavant. Je me suis enroulé dans mes bras, frissonnant, même si la pièce n'était pas froide. Barrick s'est dirigé vers la fenêtre, sa silhouette se découpant, puissante, dans la pâle lumière de la lune montante. Pendant un long moment, il s'est contenté de regarder la nuit. Il me tournait le dos, ses épaules étaient tendues, les muscles de son dos crispés. C'était un homme en guerre contre lui-même. Son corps était désormais le réceptacle d'une vie volée, sa conscience un champ de bataille. Quand il prit enfin la parole, sa voix était basse et rauque, dépourvue de toute bravade. À quel point le ressens-tu? La question était si directe, si dépourvue de préambule, qu'il me fallut un moment pour retrouver ma voix. J'ai froid, murmurai-je, les mots à peine plus qu'un souffle. Et fatigué, tellement fatigué. Il se retourna lentement, et dans la faible lumière, je pouvais voir le tourment gravé sur ses traits. La lueur dorée de ses yeux s'était adoucie pour devenir d'un ambre profond et fondu, et ils étaient fixés sur moi avec une intensité qui me faisait mal au cœur.
Ça va empirer, dit-il d'une voix plate, avec une sombre certitude. Le lien est actif, Malouve. Il te vide de ton énergie. Il ne sait pas qu'il est en train de te tuer. Des larmes me piquaient les yeux, chaudes et vives, mais je refusais de les laisser couler. J'avais été élevé pour ne montrer aucune faiblesse, pour supporter ma honte avec une dignité tranquille. Je n'allais pas craquer maintenant. Quoi? Qu'est-ce qui va m'arriver? Demandai-je, la voix tremblante malgré tous mes efforts. Il s'avança vers moi, réduisant la distance qui nous séparait jusqu'à se tenir à quelques centimètres de moi. Il était si grand, une montagne d'hommes, que je devais tendre le cou pour le regarder. Il sentait la nuit, le pouvoir, une vie que je n'aurais jamais. Il leva la main, ses doigts hésitant un instant avant de se poser doucement sur ma joue. Sa paume était cailleuse mais incroyablement chaude. Son contact était comme un feu sur ma peau glacée et un frisson involontaire me parcourut. C'était le geste le plus tendre que j'avais jamais reçu de ma vie. L'ombre qui se nourrissait de moi t'a maintenant réclamé, dit-il doucement, son pouce effleurant de ma pommette. Elle te videra lentement au début, puis d'un seul coup. Les guérisseurs pensent que tu as quelques semaines, peut-être un mois. Un mois, ce mot était un coup fatal. 30 jours pour disparaître dans le néant. Les larmes finirent par couler, traçant des sillons silencieux et froids sur mes joues. Je n'ai pas demandé cela, murmura-t-il, la voix chargée d'un dégoût de soi terrifiant à voir. Sarah, je te jure, sur mon honneur de roi, je ne savais pas. Je le crus. L'horreur dans ses yeux était trop réelle, trop profonde pour être feinte. Il était autant victime du complot du conseil que moi. Il laissa retomber sa main et le froid revint avec vengeance. Il me regarda, son regard retenant le mien, et je vis un serment se forger dans les profondeurs ambrées de ses yeux. Un serment de feu et de fer. Ils ont lié ta mort à ma vie, dit-il d'une voix grave et résonnante qui fit vibrer le sol. C'est un marché que je n'accepterai pas. Il doit y avoir un moyen de défaire cela, de rompre ce lien. Il recula d'un pas, une nouvelle détermination farouche durcissant ses traits. Je le trouverai. Je démolirai ce château pierre par pierre. Je traquerai chaque chaman, chaque fragment de savoir ancien. Je ne te laisserai pas mourir pour moi. Il fit une pause, ses yeux cherchant les miens dans la pénombre, et les derniers mots qu'il prononça n'étaient pas une promesse, mais un serment mortel qui scellait nos destins d'une manière que la cérémonie de mariage n'aurait jamais pu faire, même si cela signifiait que je devais mourir moi-même. Le serment de Vérec flottait dans l'air poussiéreux, avec un terrible pouvoir contraignant. Mais le moment de connexion, de désespoir partagé, fut éphémère. Il s'éloigna de moi et le roi réapparut. L'homme tourmenté avait disparu, remplacé par l'alpha dont la présence avait autrefois fait trembler les montagnes. Sa mâchoire était serrée, ses yeux ambrés durs comme des pierres précieuses. Il n'était plus seulement mon compagnon de captivité. Il était un monarque avec un royaume à diriger et une guerre à mener. Garde. Sa voix n'était pas un cri, mais un ordre grave qui résonna à travers l'épaisse porte en chêne comme si elle était en papier. En quelques secondes, des pas lourds résonnèrent dans le couloir. S'arrêtant devant la porte, celle-ci s'ouvrit en grinçant, et deux de ses gardes personnels, des loups dont la loyauté allait à lui et non au conseil, apparurent dans la lumière des torches. Leurs yeux s'écarquillèrent et presque imperceptiblement lorsqu'ils le virent vraiment. Ils se tenaient debout, rayonnant de puissance, et n'étaient plus l'ombre de l'homme qu'ils avaient gardé. Allumez les feux, apportez des couvertures, de la nourriture, du vin, ordonna Vérec d'un ton sec et précis, et prévenez le doyen Câlin et le conseil. Je les recevrai ici maintenant. Les gardes le fixèrent, momentanément paralysés par la force de sa présence. Mon roi, balbutia l'un d'eux, son regard passant de la posture imposante de Vérec à moi, recroquevillé et tremblante dans la pénombre. Vous m'avez entendu, grogna Vérec. Son ton trahissait une dangereuse sous-entendue qui promettait la violence. Les gardes se mirent au garde à vous, leur choc remplacé par une obéissance innée. Oui, mon roi. Ils s'inclinèrent profondément et disparurent. Il reporta son attention sur moi. Il ne s'approcha pas, maintenant une distance prudente comme si j'étais faite de verre fragile. Vous devez rester au chaud. Le froid est un symptôme de la perte d'énergie. Sa voix était pragmatique, presque clinique, contrastant fortement avec l'émotion brute de quelques instants auparavant. Il compartimentait, reléguant l'horreur de notre situation dans une boîte afin de pouvoir fonctionner.
Je ne pouvais qu'acquiescer, serrant mes bras plus fort autour de moi. L'énergie nécessaire pour parler me semblait monumentale. Je le regardais traverser la pièce, sa pièce, avec une énergie agitée, comme emprisonné. Il arracha les draps blancs des meubles avec des mouvements brusques et rageurs, révélant un immense lit recouvert de fourrure, de lourdes chaises sculptées et une cheminée en pierre assez grande pour qu'un homme puisse s'y tenir debout. Il était une tempête contenue entre quatre murs, son loup tournant en rond sous sa peau, goûtant à sa nouvelle liberté et s'irritant de sa nouvelle prison. Les gardes revinrent, rapides et silencieux. En quelques minutes, un feu rugissant crépitait dans la cheminée, chassant les ombres les plus profondes de la pièce et peignant les murs de pierre de nuances d'encens d'orange et d'or. Ils déposèrent une épaisse pile de peaux de loup et de couvertures en laine sur un divan près du feu et placèrent un plateau avec du pain, du fromage et une bouteille de vin rouge profond sur une petite table à côté. Ils firent tout cela sans me regarder directement, détournant les yeux comme si j'étais un fantôme. Peut-être l'étais-je. Laissez-nous, ordonna Barrett. Une fois leur tâche accomplie, les gardes s'inclinèrent à nouveau et se retirèrent, fermant les portes et nous laissant une fois de plus dans un silence profond, seulement rompu par le crépitement affamé des flammes. Mange, dit-il me tournant le dos tandis qu'il fixait le feu. Tu as besoin de reprendre des forces. L'ironie était si cruelle qu'elle en était presque risible. Ma force le nourrissait déjà. Je regardais la nourriture dont l'odeur riche me nouait l'estomac, mais je ne ressentais aucune faim. C'était un autre signe du vide rampante. Les désirs humains simples s'estompaient les premiers. Je m'affalais néanmoins sur le chiis et tirais une lourde couverture de fourrure sur mes épaules. La chaleur était une bénédiction, un répit temporaire contre la glace qui coulait dans mes veines. Je me forçais à casser un morceau de pain dont la texture ressemblait à de la sueur dans ma bouche. Le conseil n'attendit pas longtemps avant d'arriver. Leur présence se fit sentir avant eux. L'odeur sèche et papyracée de Kalin, le parfum aigre de la peur d'un autre, l'odeur métallique de la défiance d'un troisième. Farik les accueillit au centre de la pièce, tel un prédateur dans son antre. Il était d'un mur de muscles et de fureur, et les trois anciens semblaient petits et fragiles devant lui. Ils ne s'inclinèrent pas. C'était une démonstration calculée de leur autorité intacte. Kalin prit la parole le premier, d'une voix aussi inflexible que jamais. « Très bien, je suis heureux de voir que le feu est revenu en toi. Le rituel a été un succès. Un succès. La voix de Varric était faussement calme, un grondement grave, plus menaçant que n'importe quel cri. Tu appelles à cette abomination un succès? Tu m'as lié à une femme mourante. Tu as fait d'elle mon sacrifice. Je me suis enfoncé davantage dans les fourrures, souhaitant pouvoir disparaître. Leurs yeux se sont posés sur moi, cliniques et évaluateurs. Je n'étais pas une personne à leurs yeux. J'étais un élément, un outil qui avait rempli son rôle. La meute avait besoin de son alpha. Kalin déclara, le menton levé. Ta maladie était une pourriture qui se propageait parmi nous. Les renégats testent nos frontières quotidiennement. Les meutes de l'Est nous surveillent comme des vautours. Sans ta force, nous aurions été déchirés avant la prochaine pleine lune. Sa vie pesait contre les milliers de membres de cette meute. Le choix était simple, une question de mathématiques. Ce n'était pas à toi de décider, rugit Varric, et la force de sa voix fit vibrer la pierre elle-même. Le vin dans le drapeau trembla. Elle s'appelle Sarah. C'est votre Luna et vous l'avez condamnée à mort sans procès, sans lui donner la parole. C'est une Oméga sans loup issue d'une lignée déchue. Cracha un autre ancien, sa peur le rendant cruel. Elle n'avait pas d'avenir. Nous lui avons donné un but. Nous lui avons donné une fin noble. Une fin noble. Disparaître dans le néant, une batterie humaine pour le roi. Le pain se transforma en cendre dans ma bouche. Varric fit un pas menaçant en avant et les anciens tressaillèrent. Son but est celui qu'elle choisit. Sa fin ne sera pas celle d'un agneau sacrificiel. Son regard était glacial. Vous avez invoqué l'ancienne magie, la prophétie. Vous allez me dire tout ce que vous savez à ce sujet. Chaque mot, chaque parchemin que vous avez consulté, et vous allez me dire comment rompre ce lien. Le visage de Kalin était un masque de pierre. Il n'y a aucun moyen connu. La magie est absolue. L'échange est définitif. Rompre le lien maintenant reviendrait à vous tuer tous les deux. Le choc éteindrait les deux flammes d'un seul coup.
L'espoir qui avait vacillé en moi mourut d'une mort rapide et brutale. Tuez-nous tous les deux. C'était donc son choix. Me regarder mourir ou mourir avec moi. Menteur, grogna Veric. Aucune magie n'est absolue. Il y a toujours une faille, un prix à payer. Vous la trouverez ou je vous dépouillerai de vos titres, de vos terres et de vos noms. Vous serez exilés, chassés comme des voyous pour que les vautours que vous craignez tant puissent se régaler. Je vous donne jusqu'au lever du soleil. La menace était absolue. L'exil était un sort pire que la mort pour un loup de meute. Les anciens pâlirent, leur arrogance finissant par se fissurer. Pour la première fois, une véritable peur flottait dans l'air. Ils voyaient le roi qu'ils avaient créé, et il était plus impitoyable qu'ils ne l'avaient imaginé. « Nous allons consulter les archives, dit Calais d'une voix tendue par la fureur et la défaite. Mais nous ne faisons aucune promesse, mon roi. Alors priez pour en trouver une. Veric les congédia d'un geste de la main. Ils se retournèrent et s'enfuirent, leur départ étant bien moins digne que leur arrivée. Le silence retomba dans la pièce. La confrontation avait épuisé le peu d'énergie qui me restait. Le monde commençait à me sembler terne, les couleurs vives du feu s'estompant pour devenir un orange doux et brumeux. Veric resta debout longtemps, respirant bruyamment, les séquelles de sa rage se dissipant en vagues palpables. Finalement, il se tourna vers moi, l'air sombre. Nous n'allons pas les attendre. Il se dirigea vers une partie du mur qui semblait être en pierre massive et appuya sur un bloc spécifique. Avec un grondement sourd de roches qui se fendaient, une partie du mur pivota vers l'intérieur, révélant un passage sombre et étroit. L'air qui s'en échappait sentait la poussière, le cuir et le papier en décomposition. Une bibliothèque cachée. « Viens, dit-il d'une voix plus douce. Il me tendit la main. J'hésitais. Prendre sa main, c'était d'inviter cette connexion dévastatrice qui me volait ma vie. Mais refuser, c'était d'admettre ma défaite. Je fixais sa main, grande, marquée de cicatrices, la main d'un guerrier et d'un roi. La main qui m'avait condamné à mort. Avec un souffle tremblant, je plaçai la mienne dans la sienne. Le choc fut moins violent cette fois-ci, mais l'effet fut plus insidieux. Ce n'était pas un choc brûlant, mais un courant profond et aspirant. Une rivière silencieuse qui aspirait la chaleur de mon corps pour la transférer au sien. Je sentis une vague de profonde faiblesse m'envahir, mes jambes menaçant de se dérober sous moi. Il resserra son étreinte, me stabilisant, me remettant sur pied. Il était un fourneau de vitalité, et j'étais un flocon de neige fondant dans sa paume. Il me conduisit dans le passage secret, refermant la porte de pierre derrière nous. Il alluma une lanterne avec un morceau de silex et d'acier, et la petite flamme projeta une faible lueur vacillante sur les étagères imposantes remplies de parchemins et de livres reliés en cuir contenant des connaissances essentielles. Le Conseil n'a accès qu'aux archives publiques, expliqua-t-il, sa voix résonnant faiblement dans cet espace exigu. Les réponses, si elles existent, se trouvent ici. Il lâcha ma main et je m'appuyai contre une étagère pour me soutenir, le retour soudain du froid intense me coupant le souffle. Il commença à longer les étagères, ses longs doigts effleurant les dos défraîchis des livres anciens, ses yeux scrutant tout ce qui pourrait l'aider. Il travaillait avec une intensité fiévreuse, tirant des volumes lourds et des parchemins poussiéreux, soufflant des siècles de poussière de leur surface. Je l'observais, une étrange douleur dans la poitrine, ce puissant et redoutable Alpha, dont le nom était murmuré avec crainte et révérence à travers tout le continent, fouillait maintenant dans des traditions oubliées comme un érudit désespéré. Tout cela pour moi, pour une Oméga sans loup qu'il n'avait rencontré que quelques heures auparavant. Son serment n'était pas une promesse en l'air. Il se battait vraiment pour ma vie. 1 heure passa, l'air s'épaissit de l'odeur du vieux parchemin. Les seuls bruits étaient le froissement des pages et les jurons frustrés de Veric. La fatigue devenait insupportable. Mes paupières étaient lourdes comme du plomb. Je glissais le long du mur pour m'asseoir sur le sol, serrant la couverture de fourrure autour de moi. Le lien était un bourdonnement constant et épuisant au fond de mon esprit. À travers lui, je pouvais sentir l'énergie frénétique de son loup, son impatience, sa possessivité. Il voulait qu'il revendique sa compagne, qu'il scelle complètement le lien, sans comprendre que cet acte risquait de me tuer instantanément. « Il n'y a rien », finit-il par dire en claquant un lourd livre avec un bruit sourd qui envoya un nuage de poussière dans les airs. Des essences, de la magie du sang, des meutes d'esprits,
mais rien sur un lien comme celui-ci, rien sur la façon de le rompre. Il passa une main dans ses cheveux noirs, oui, sa frustration palpable. Il me regarda, ses yeux ambrés, assombris par le désespoir à la lumière de la lanterne. Lorsque son regard croisa le mien, une vague de vertige si intense que j'eus l'impression que le sol s'effondrait sous mes pieds m'envahit. Je poussai un cri, un petit son étouffé. La lumière de la lanterne se brisa en mille morceaux. Un froid aigu me transperça la poitrine, si douloureux qu'il me coupa le souffle. Ferret. Il traversa la pièce en deux longues enjambées et s'agenouilla devant moi. Il m'attrapa les épaules, me serrant fort. Qu'y a-t-il? Que ressens-tu? Du froid, haletai-je en serrant ma poitrine. Ça fait mal. Son visage était figé dans une expression d'horreur. Il pouvait le sentir. À travers le lien, il pouvait ressentir l'écho de mon agonie. Son souffle se coupa. Puis le lien, cette terrible chose vivante entre nous, fit quelque chose de nouveau. Pendant une fraction de seconde, la bibliothèque, la douleur, ma propre peur, tout disparut. Je voyais à travers ses yeux. Je sentais la force solide de ses membres, les battements frénétiques de son cœur puissant, la rage protectrice primitive de son loup rugissant dans son âme, exigeant qu'il protège sa compagne. Je sentais mon propre parfum, aussi faible que celui des fleurs sauvages écrasées par le gel hivernal, et il le remplissait, me remplissait d'un désir désespéré et possessif. La sensation disparut aussi vite qu'elle était venue, me laissant essoufflé et désorienté. Je fixais Vaillek, dont les yeux étaient écarquillés d'une nouvelle terreur naissante. « Tu l'as fait » commença-t-il d'une voix rauque. Je ne pus que hocher la tête, le cœur battant à tout rompre. Lui aussi l'avait senti. Il avait senti ma mort imminente et j'avais senti sa vie déchaînée. Nous n'étions plus deux êtres distincts liés l'un à l'autre. Le lien nous fusionnait. Il me fixait, ses mains toujours agrippées à mes épaules. La recherche effrénée était oubliée. Le conseil était oublié. À cet instant, il n'y avait plus que la vérité terrifiante et indéniable de notre existence commune. Il n'était pas seulement mon bourreau, il devenait ma co-victime. Son expression passa de l'horreur à une détermination sinistre et glaciale. Il me regardait comme s'il voyait la seule solution, la seule voie possible, et à travers le lien, je sentis une lueur de sa pensée, une idée terrifiante et sacrificielle prendre racine dans son esprit, et mon sang se glaça comme jamais auparavant. Si le lien ne peut être rompu, l'écho de sa pensée, si le lien ne peut être rompu, s'estompa, mais l'implication glaçante resta, s'enroulant dans l'espace entre nous. Je vis la réponse dans ses yeux, une conclusion née de la logique impitoyable d'un alpha et de la capacité de sacrifice d'un roi. Si nos vies étaient désormais un jeu à somme nulle, c'est lui qui serait prêt à tout sacrifier. L'idée était si crue, si absolue, qu'elle m'a coupé le souffle. Il se tuerait pour me sauver. Non, ai-je murmuré, le mot fragile résonnant dans le silence poussiéreux. Ma propre voix me semblait étrangère, une supplication lointaine contre une marée inévitable. Les mains de Varric se resserrèrent sur mes épaules, son regard inébranlable. Il n'y a peut-être pas d'autre solution, Sarah. Sa voix était grave, rauque, comme le bruit de pierres qui s'entrechoquent. Il ne se contentait pas d'y réfléchir, il l'acceptait. Le devoir d'un roi était envers son peuple, mais le devoir premier d'un alpha était envers sa compagne. Les deux instincts contradictoires le déchiraient et il avait choisi sa compagne. Il m'avait choisi. Tu ne peux pas, insistai-je, trouvant un peu de force dans mon désespoir. Le conseil, dit Calin, rompre le lien nous tuerait tous les deux. Et si ta mort avait le même effet? Et si elle m'entraînait avec toi? Cette possibilité le frappa. Je le sentis à travers le lien. Un tremblement d'incertitude, une lueur de doute dans sa sombre détermination. L'idée que sa mort puisse involontairement causer la mienne était une nouvelle couche d'enfer qu'il n'avait pas envisagée. Il poussa un soupir rauque et frustré, me relâcha et se leva d'un bond. Il se mit à faire les 100 pas dans l'espace confiné de la bibliothèque cachée. Un loup en cage dont la tanière venait de se transformer en piège sans issue. Alors nous sommes enchaînés ensemble, marchant vers ta tombe, grogna-t-il, les mots s'adressant aux étagères invisibles remplies de livres. C'est une malédiction plus cruelle que je n'aurais pu l'imaginer. Je l'observais, ma propre panique laissant place à un calme étrange et vide. La revendication des ombres n'était pas seulement une succion de vie, c'était une lente effacement des sentiments. La terreur était toujours là, mais elle était étouffée,
comme si elle arrivait à quelqu'un d'autre. Je pouvais sentir le froid s'infiltrer au plus profond de moi. Un hiver permanent s'installait. Ma vie ne se mesurait plus en années ou en mois, mais en respiration. Chacune d'entre elles me semblait plus superficielle que la précédente. Peut-être que le conseil avait raison, dis-je, les mots ayant le goût de cendre. Peut-être que c'est ma raison d'être. Il cessa immédiatement de faire les 100 pas et se tourna brusquement vers moi. Ses yeux étaient des fournaises ardentes à la lumière de la lanterne. Ne dis jamais cela. Il franchit la distance qui nous séparait d'un seul pas fluide et s'accroupit à nouveau devant moi. Il ne me toucha pas, mais sa proximité était une force physique, un mur de chaleur et de puissance. Ta raison d'être n'est pas d'être le combustible de ma flamme. Ta vie t'appartient. Je ne l'accepterai pas. Tu me comprends, Sarah? Je ne l'accepterai pas. La véhémence de sa voix était stupéfiante. Personne n'avait jamais parlé de ma vie comme si elle avait une valeur intrinsèque. Pour ma famille, j'étais une honte. Pour la meute, un fardeau. Pour le conseil, un outil. Mais pour cet homme, ce roi qui m'était lié par une magie parasitaire, ma vie était une chose pour laquelle il fallait se battre, à défendre avec une férocité qui frôlait la folie. Une seule larme brûlante s'échappa et traça un chemin à travers la poussière sur ma joue. Il la vit, et son expression se fractura, la colère laissant place à cette agonie brute et impuissante que j'avais déjà vue auparavant. Il tendit la main, la laissant flotter près de mon visage, puis sembla se souvenir des conséquences de son geste et la retira, la serrant dans un poing à ses côtés. Ce simple geste avorté était plus intime que n'importe quel contact. Le soleil se lève, dit-il d'une voix tendue. Kalin va revenir. Ils n'auront rien trouvé et ils s'attendront à ce que j'accepte cela, à ce que je t'accepte comme le prix de mon rétablissement. Il détourna les yeux de moi, le regard tourné vers l'intérieur. Ils seront déçus. Il se leva et me tendit à nouveau la main. Cette fois, je n'hésitais pas. Lorsque mes doigts rencontrèrent les siens, le courant familier commença à me vider, mais je me concentrai sur la chaleur, sur la force solide de sa poigne alors qu'il m'aidait à me relever. Chaque contact était un échange, un moment de sa force contre un morceau de ma vie. Nous sommes retournés dans ses appartements. Le feu s'était réduit à un lit de braise incandescente, et la première lumière gris pâle de l'aube filtrait à travers la haute fenêtre. La pièce semblait différente. Ce n'était plus une tombe, mais les appartements d'un roi éveillé et vivant, rempli de son parfum et de l'énergie agitée de sa présence. Il m'a conduite jusqu'au chai et m'a doucement poussé vers le bas, me couvrant de fourrure. Repose-toi, m'a-t-il ordonné doucement. Moins tu dépenses d'énergie, moins tu t'épuises. Je voulais protester, dire que je ne pouvais pas me reposer, mais la fatigue était un poids physique qui m'écrasait. Mes yeux se fermèrent d'eux-mêmes. Alors que je dérivais à la limite de la conscience, j'entendis les lourdes portes s'ouvrir. Je n'avais pas la force d'ouvrir les yeux, mais je pouvais les sentir. Le conseil était de retour. « Eh bien, » dit Veric d'une voix grave, dénuée de tout espoir. « Mon roi, » dit Kalin d'une voix tendue et formelle. « Nous avons fouillé les archives comme vous l'avez ordonné. La prophétie est obscure. Elle parle de la mariée creuse et du roi déclinant. Elle détaille le transfert de vie, le réveil du loup alpha. Je suis conscient des effets, Kalin, dit Veric d'un ton sec. J'ai demandé une solution, un revirement. Il y eut un lourd silence. Puis Kalin prit la parole, la voix basse. Il n'y a pas de solution. Les textes sont clairs. Le lien est à sens unique. Une fois donné, l'essence de vie ne peut être récupérée. Cependant, le ton de Veric était vif, empreint d'une attention soudaine et désespérée. Il y a une mention, un murmure, non pas de rompre le lien, mais de l'équilibrer. Mon cœur, qui battait à un rythme lent et léthargique, fit un bruit sourd et douloureux. J'ouvris les yeux de force. Les trois anciens se tenaient devant Veric, le visage sombre. Kalin tenait un parchemin fin et ancien. « Que voulez-vous dire par équilibré ?» demanda Veric. « Les textes parlent du sang de l'alpha, » expliqua Kalin, les yeux rivés sur moi. « Si la Luna se vide trop rapidement, on dit que l'alpha peut la compléter. Une offrande volontaire de son propre sang, donnée directement, n'arrêtera pas la fuite. Cela ne la sauvera pas, mais cela la ralentira. Cela nous fera gagner du temps. Ce mot fut comme une douche froide. Ce n'était pas un remède, mais un sursis. Comment?
La question de Vérec fut immédiate, pratique, un rituel au cœur de la vieille forêt où la lune brille le plus fin. L'alpha doit ouvrir une veine et la luna doit boire. C'est un acte d'intimité suprême, de vie et de mort partagée. Cela renforce le lien, approfondit la connexion, même si cela prolonge l'inévitable. Renforce le lien. Cette pensée me fit frissonner de peur. Notre connexion était déjà terriblement intime. Que deviendrait-elle si nous partagions littéralement son sang, sa force vitale? Ce bref moment de désorientation où je voyais à travers ses yeux, où je sentais son loup, deviendrait-il plus fréquent, plus permanent? C'est un chemin dangereux, avertit le troisième ancien, la voix tremblante. Entrelacez vos âmes si profondément. Les légendes disent que cela peut rendre les deux parties folles. Vous la sentirez s'éteindre, roi Vic, à chaque instant. Et elle sentira votre pouvoir, un rappel constant de ce qu'elle ne pourra jamais avoir. C'est une forme raffinée et élégante de torture. Varric resta silencieux pendant un long moment, assimilant leurs paroles. Il tourna la tête et son regard croisa le mien à travers la pièce. J'étais maintenant complètement réveillé, appuyé sur un coude, les fourrures tirées d'autour de moi. Il vit la question dans mes yeux, la terreur et la lueur d'espoir. Préparez le rituel, dit-il au conseil. Sa voix ne laissait aucune place à la discussion. Ses yeux ne quittèrent jamais les miens. Ce soir, Kalin acquiesça, une lueur indéchiffrable dans les yeux, du soulagement, du respect dans ses vieux yeux. Comme vous l'ordonnez, mon roi. Lui et les autres s'inclinèrent, un geste sincère cette fois-ci, et nous laissèrent seuls une fois de plus. La journée passa dans un brouillard. J'étais trop faible pour bouger de la chaise, somnolent par intermittence d'un sommeil agité et superficiel. Varric ne quitta pas mon chevet. Il s'assit dans un lourd fauteuil sculpté près du feu, veillant sur moi, tel un gardien silencieux et pensif. Il ne lisait pas. Il ne parlait pas. Il se contentait de veiller. Son expression était un masque de détermination sinistre. À travers le lien, je pouvais sentir la guerre qui faisait rage en lui. Son loup, primitif et possessif, était enthousiasmé par la perspective du rituel sanglant, y voyant une étape vers un véritable accouplement. Mais l'homme, le roi, était horrifié, y voyant un acte désespéré et monstrueux visant à maintenir un fantôme attaché au monde des vivants pendant quelques précieux jours supplémentaires. Alors que le crépuscule tombait, peignant la pièce de teintes violettes et orange sanguines, il finit par parler. « As-tu peur » demanda-t-il d'une voix basse et douce. Je réfléchis un instant. La peur était là comme un nœud froid dans mon estomac, mais elle était éclipsée par une profonde lassitude, un épuisement intense qui me broyait l'âme. Je suis trop fatigué pour avoir peur, avouai-je dans un murmure. Il ferma les yeux, un muscle de sa mâchoire se contractant légèrement. J'ai assez peur pour nous deux, admit-il. Lorsque la lune fut haute dans le ciel, les gardes revinrent. Ils m'apportèrent une simple cape sombre. Varric me souleva de chaise comme si je ne pesais rien. Pendant un moment terrifiant, je me retrouvai dans ses bras, pressé contre le mur solide de sa poitrine. Mon visage était enfoui dans le creux de son cou, et son odeur, celle de la neige et du pain, et quelque chose d'unique et de puissant qui lui était propre, envahit mes sens. Ce contact était à la fois une agonie et une extase. Je sentais la vie me quitter à une vitesse alarmante. Une vague vertigineuse de faiblesse m'envahit, mais en même temps, la force protectrice de son étreinte était la plus sûre que j'ai jamais ressentie. Il me remit sur pied, me tenant fermement tandis qu'il drapait la cape sur mes épaules. « Il est temps, dit-il. Nous avons traversé le château silencieux, 2 de ses gardes personnels nous précédant avec des torches, 2 autres nous suivant. Nous formions un cortège royal sombre, en route non pas vers un couronnement, mais vers un sacrement sombre et désespéré. Nous avons franchi les portes du château et pénétré dans la forêt ancienne qui le bordait. L'air y était différent. En le respirant, on sentait l'odeur de la terre humide, des feuilles en décomposition et le parfum vif et pur du pain. La pleine lune était un disque argenté parfait dans le ciel, baignant la forêt d'une lumière éthérée noire et argentée. Le chemin devenait plus sauvage, les arbres plus vieux et plus noueux, leurs branches s'étendant vers le bas comme des doigts squelettiques. Finalement, nous avons atteint une petite clairière. Au centre se dressait un seul arbre énorme au cœur de bois dur, son écorce pâle comme de l'os au clair de lune, son immense canopée bloquant les étoiles.
C'était un lieu imprégné d'un pouvoir ancien, un lieu où le voile entre les mondes était mince. L'air vibrait d'une magie latente qui me donnait la chair de poule. Les gardes formèrent un cercle protecteur autour de la clairière, le visage sombre, puis nous tournèrent le dos, nous laissant seuls pour ce qui allait suivre. Very me conduisit au pied du grand arbre. Il se tourna vers moi et, dans la lumière crue de la lune, son visage reflétait le conflit et la tristesse. L'ambre doré de ses yeux semblait briller d'une lumière intérieure. Tarth, commença-t-il, la voix rauque d'émotion. Je donnerais n'importe quoi pour défaire cela, pour prendre ta place. Je sais, murmurai-je. Sans un mot, il tira de sa ceinture un petit poignard à l'aspect maléfique. La lame était en obsidienne noire et brillante. Il tendit son bras gauche, paume vers le haut. La lumière de la lune se reflétait sur le réseau de vieilles cicatrices qui le parcouraient. Mais il les ignora, plaçant la pointe de la lame sur la peau tendre de son poignet, directement au-dessus de la veine épaisse et palpitante. Ses yeux rencontrèrent les miens, retenant mon regard. N'aie pas peur. Puis, d'un seul mouvement fluide, il fit glisser la lame sur sa peau. La lame d'obsidienne trancha la chair de Vaïk avec un léger bruit humide qui résonna de manière choquante dans le silence de la clairière. Du sang sombre, presque noir au clair de lune, jaillit instantanément. Il ne coulait pas lentement comme lors de notre cérémonie de mariage. Il pulsait, à un rythme fort et régulier, qui témoignait de la vie rugissante qui coulait désormais dans ses veines, ma vie. Ses yeux ne quittèrent jamais les miens, son expression était celle d'une résolution douloureuse. Il me tendit son poignet ensanglanté, une offrande à la fois sacrée et profane. L'odeur de son sang me frappa comme un coup physique. Elle n'avait rien à voir avec la fine odeur de loup qui était la mienne. La sienne était un arôme puissant et enivrant de forêts anciennes, de tempêtes hivernales, de puissance brute et sauvage. C'était l'odeur de la nature, l'odeur du loup, et elle réveilla en moi une soif primitive et désespérée dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Mon corps tremblait. C'était mal, un acte monstrueux. Mais le froid dans mes os, la profonde lassitude qui était devenue ma compagne constante, réclamaient la chaleur que son sang promettait. Ma propre vie, aussi faible qu'une flamme vacillante, aspirait à l'enfer qu'il m'offrait. « Monsieur, dit-il, sa voix grave et autoritaire, bois. » Hésitante, je levai mes mains tremblantes et pris son poignet. Sa peau était chaude sous mes doigts froids. Le battement régulier et puissant de son pouls vibrait dans mes paumes. Un battement frénétique, celui de la vie. Je levai les yeux de la plaie ouverte vers son visage. La douleur de la coupure n'était rien pour lui. La véritable agonie se lisait dans ses yeux, dans la terrible nécessité de cet acte. Il me demandait de me nourrir de lui, de participer à un rituel qui nous liait plus étroitement dans cette damnation commune. Je baissai la tête. L'odeur était désormais irrésistible, envahissant mon esprit, submergeant mes sens. Mes lèvres effleurèrent sa peau, et un frisson parcourut tout son corps. Je le sentis à travers le lien, une décharge de pure agonie, le contact brûlant de mes lèvres froides contre sa peau fiévreuse, le besoin désespéré de son loup de me rapprocher de lui, de me revendiquer, de me marquer comme il se doit. C'était un torrent vertigineux de ses sentiments, de ses désirs, qui s'écrasaient dans le vide tranquille de mon âme. J'ai pressé mes lèvres contre la blessure. La première saveur était celle du sel, de la chaleur et du pouvoir. Ce n'était pas seulement du sang, c'était la vie elle-même, concentrée et pure. Il glissa sur ma langue comme du feu liquide, chassant le froid profond et infini de ma bouche, de ma gorge. Une vague de chaleur se répandit dans ma poitrine. La première vraie chaleur que je ressentais depuis que nos mains s'étaient jointes. C'était un lever de soleil qui éclatait en moi, une résurrection. Je busse. La partie primitive et instinctive de moi-même prit le dessus. La partie qui voulait vivre. Je n'étais plus Thérèse Elvara, l'oméga déshonoré. J'étais une créature mourante s'accrochant à une bouée de sauvetage. Et je bus avec un désespoir qui me fit honte. La respiration de Véric se coupa. Un gémissement grave s'échappa de sa poitrine. Un son à la fois de douleur exquise et d'autre chose, quelque chose de plus profond et de plus complexe. Je le sentis à travers le lien. La sensation de sa force vitale qui coulait en moi, l'affaiblissement de ses membres alors que la force inondait les miens. Mais mêlé à cette perte d'énergie, il y avait un courant de pur plaisir possessif. Son loup était exalté. C'était l'acte ultime de possession. Son sang,
Sa vie était désormais en moi, me marquant de l'intérieur. Il revendiquait sa compagne de la manière la plus fondamentale qui soit. Le monde derrière mes paupières closes commença à changer. L'obscurité se dissolut en un tourbillon chaotique d'images, de sentiments, de souvenirs qui n'étaient pas les miens. Je vis une tempête de neige sur un col de haute montagne. Je sentis la douleur de la neige poussée par le vent sur mon visage. Je ressentis la joie sauvage d'une première chasse, la puissance des muscles qui se contractaient et se relâchaient, la vitesse exaltante de quatre pattes déchirant le sol de la forêt. Je sentis l'odeur du sang d'un rival alpha sur mes mains et goûtais l'amertume d'une trahison nécessaire. Je voyais sa vie. Le lien renforcé par son sang était devenu une fenêtre sur son âme. La chaleur était désormais un feu de joie rugissant, repoussant l'ombre envahissante. Le voile gris qui recouvrait ma vision s'est dissipé, et les couleurs du monde sont revenues avec une intensité surprenante et douloureuse. L'argent du clair de lune, le vert profond de la mousse sur le bois de cœur, l'ambre flamboyant impossible de ses yeux. Mon cœur, qui battait lentement, fatigué, se mit à battre à un rythme fort et régulier, à l'unisson avec le sien. La douleur lancinante dans ma poitrine avait disparu. Je me reculais, haletante, les lèvres tachées de son sang. Le monde était net et clair, presque douloureusement. La fatigue avait disparu, remplacée par une énergie brûlante, une vitalité qui semblait empruntée et illicite. Je levai les yeux vers Verick. Son visage était plus pâle maintenant, avec une légère couche de sueur sur son front. Il s'appuyait plus lourdement contre l'arbre ancien, la main qui n'était pas tenue par la mienne, s'appuyant contre le tronc pour se soutenir. Je lui avais pris quelque chose. Pas seulement du sang, mais une partie de sa force. Il me regarda, l'expression indéchiffrable. La douleur et l'horreur étaient toujours là, mais elles étaient maintenant mêlées à une profonde admiration stupéfaite. Le lien entre nous avait changé. Ce n'était plus seulement une relation parasitaire, c'était désormais réciproque, un tourbillon turbulent de sensations et d'émotions partagées. Il pouvait sentir la vie revenir en moi, la chaleur se répandre dans mes membres, et je pouvais sentir le léger tremblement de faiblesse dans les siens. Nous formions un circuit fermé, un système d'échange parfait et terrible. Ça a marché, murmurai-je, ma voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Pour l'instant, dit-il, la voix tendue. Il retira son poignet de mon étreinte et déchira un morceau de tissu de sa tunique qu'il enroula étroitement autour de la blessure. Le saignement ralentit, puis s'arrêta. Cela t'a fait gagner du temps, rien de plus, mais cela semblait être davantage. C'était comme une bouffée d'air pour une femme en train de se noyer. Je pouvais tenir debout toute seule. Le monde ne basculait pas quand je bougeais la tête. Je me sentais vivante et c'était le sentiment le plus addictif et le plus terrifiant que j'avais jamais connu. Comment pourrais-je retourner à ce vide gris après avoir goûté à cela? L'ancien avait raison, dit Verick d'une voix basse en observant mon visage. C'est une torture, il avait raison. Recevoir ce répit, goûter à la véritable vitalité, pour la voir inévitablement s'évanouir. C'était plus cruel qu'une fin rapide. Chaque battement de mon cœur, désormais fort, me rappelait qu'il battait sur du temps emprunté, avec une vie empruntée. Son loup, cependant, ne se souciait pas de l'avenir. Il était consumé par le présent. À travers le lien, je sentais sa satisfaction brute. C'était un grognement possessif et triomphant qui vibrait dans sa poitrine. À moi semblait dire ce sentiment, à moi de le protéger, à moi de le nourrir, à moi. La force de son émotion était si puissante qu'elle était presque la mienne. Une chaleur étrange et inconnue fleurit dans ma poitrine, un sentiment d'être chéri, d'être désiré, qui n'avait rien à voir avec les propriétés vivifiantes de son sang. C'était de l'affection du loup, sa revendication, et elle m'était destinée. Nous devrions y retourner, dit Verick en s'éloignant de l'arbre. Il était stable sur ses pieds, mais je pouvais sentir l'effort subtil que cela lui demandait. Il était un océan de puissance, et je n'en avais pris qu'une seule gorgée. Pourtant, même lui pouvait ressentir la perte. Alors que nous nous retournions pour quitter la clairière, un hurlement soudain et perçant déchira la nuit. Il ne provenait pas de l'un de nos gardes. Il venait des profondeurs de la forêt. Un son sauvage et lugubre, empreint de défi et de faim. Un renégat. Instantanément, les gardes de Vaillik surgirent de l'ombre, formant un cercle serré autour de nous, les mains sur le pommeau de leurs épées.
Varric me poussa derrière lui, son corps formant un bouclier solide, sa posture changeant, ses épaules s'élargissant, sa tête se levant alors qu'il reniflait l'air. Il poussa un grognement grave, un son purement alpha, une menace grondante qui vibra jusqu'à la plante de mes pieds. C'était un avertissement. C'est mon territoire, c'est ma Luna. Restez à l'écart. Un autre hurlement répondit, plus proche cette fois. Puis un autre. Ce n'était pas un seul renégat, c'était une meute. Mon roi des fans, dit le capitaine de sa garde, la voix tendue. Ils sont audacieux. Ils ont dû sentir ta faiblesse passer. Ma faiblesse a disparu, déclara Varric, la voix froide comme le fer. Qu'ils viennent tester mon rétablissement. Mais je connaissais la vérité. Ils ne sentaient pas seulement son rétablissement. Ils me sentaient, moi. Ils sentaient le rituel. L'air était chargé de l'odeur de son sang versé, un appât puissant. Mais maintenant, elle était mêlée à ma propre odeur qui avait changé. Avant, je ne sentais rien. J'étais vide. Mais maintenant, j'étais imprégné de son sang, de sa vie. Mon odeur était un phare. Je sentais l'oméga. Oui, mais un oméga revendiqué par un alpha puissant. Un oméga débordant d'une force vitale puissante volée. Pour une meute de renégats affamés, j'étais un prix irrésistible, une source de pouvoir à s'approprier. Le bruissement dans les sous-bois s'intensifia. Le cercle des gardes se resserra. Varric tira son épée. Le bruit de l'acier glissant hors de son fourreau était d'un volume inquiétant. Le clair de lune se reflétait sur la longue lame mortelle. Et puis ils arrivèrent. Ils jaillirent des arbres, non pas sous forme d'hommes, mais sous forme de loups. De grandes bêtes hirsutes, plus grandes et plus minces que les loups de meute, les yeux brillants d'une lueur jaune sauvage. Ils étaient au moins une douzaine, les lèvres retroussées sur les dents dans un grognement silencieux. Ils ne hurlaient pas maintenant. Ils chassaient. Les gardes les accueillirent avec leurs épées et leurs cris. Un choc d'acier contre crocs et griffes. La clairière s'est transformée en un tourbillon de violence. C'était une danse brutale et sanglante au clair de lune. Varric ne s'est pas joint à la mêlée. Il est resté devant moi, son épée prête à frapper, son corps formant un mur vivant entre moi et la bataille. Sa concentration était absolue. C'était un roi, mais à ce moment-là, tout son royaume s'était réduit à l'espace que j'occupais. L'un des loups rebelles, une bête massive au museau balafré et au pelage noir emmêlé, franchit la ligne des gardes. Il ignora le spadassin et se jeta directement sur nous, ses yeux jaunes fixés sur moi. C'était l'alpha, et il voulait la proie. Tout se passa dans un mouvement flou. La bête bondit, les mâchoires claquant, visant ma gorge. Je hurlais en trébuchant en arrière, mais Varric réagit avec une rapidité qui semblait surhumaine. Il n'utilisa pas son épée. Il la laissa tomber et, avec un rugissement plus semblable à celui d'un loup qu'à celui d'un homme, il affronta la charge de la créature de tout son corps. Il attrapa le grand loup en plein vol, ses mains s'enfonçant dans l'épaisse fourrure de sa robe rugueuse. L'impact fut violent, mais les pieds de Varric ne reculèrent que de quelques centimètres. Pendant un moment à couper le souffle, ils furent engagés dans un combat primitif, l'homme contre la bête. Le loup grogna et mordit, ses griffes déchirant les bras de Varric, mais celui-ci le tenait d'une poigne de fer. Puis, avec un rugissement guttural de domination pure et sans mélange, Varric se tordit. Un craquement d'os écœurant résonna dans la clairière. Le loup s'affaissa dans ses bras. Il jeta la massive créature morte sur le côté comme si elle ne pesait rien. Il se tenait debout, respirant bruyamment, la poitrine se soulevant et s'abaissant, le sang des griffes du loup coulant sur ses avant-bras. Il se tourna vers moi, ses yeux ambrés brûlants du feu de la bataille, de la fureur de ses instincts protecteurs. L'homme avait disparu. À sa place se trouvait l'alpha, le prédateur, le roi des loups. Il vit la terreur sur mon visage et son expression s'adoucit pendant une fraction de seconde. Il fit un demi-pas vers moi, puis s'arrêta. Ses yeux s'écarquillèrent, non pas de colère, mais d'une nouvelle horreur naissante. Il ne me regardait pas. Il regardait mes mains. Je suivis son regard. J'avais levé les mains pour protéger mon visage lorsque le loup avait bondi. Elles étaient toujours là, tremblantes dans les airs devant moi. Et au bout de mes doigts, scintillant au clair de lune, poussaient de longues griffes acérées, indubitables, faites d'ombre et de lumière argentée. Ces griffes n'étaient pas réelles. Elles n'étaient pas solides. Elles étaient constituées d'une énergie semi-transparente et scintillante,
le clair de lune ayant pris forme et trouvé un but, avec à leur extrémité le noir profond d'une nuit sans étoiles. Elles étaient une belle et terrifiante, une extension de mes propres doigts, vibrant d'une puissance à la fois étrangère et intimement familière. Je les fixais, mon esprit incapable de comprendre ce que je voyais. Je n'étais pas un loup, j'étais un oméga, un réceptacle vide. Une telle manifestation de puissance était impossible. Les bruits de la bataille s'estompèrent en un grondement sourd en arrière-plan. Mon univers tout entier s'était réduit à l'espace entre mes mains et le regard horrifié et incrédule de Varric. L'énergie brûlante qui m'avait envahi après le rituel sanglant était désormais concentrée dans mes mains, s'échappant de moi pour prendre cette forme impossible. C'était son pouvoir, sa force vitale canalisée à travers moi et transformée en quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'était ni sien ni mien. Zit, souffla Varric, sa voix réduite à un murmure brut mêlant admiration et terreur. Il fit un pas prudent vers moi, oubliant complètement sa fureur guerrière. Alors qu'il s'approchait, les griffes spectrales vacillèrent et se dissolurent, disparaissant en volutes de fumée argentée qui s'enroulèrent autour de mes doigts avant de s'évanouir. Je restais là, à fixer mes mains pâles et vides qui tremblaient violemment. L'avais-je imaginé? Mais l'expression sur le visage de Varric me disait que c'était réel. Cette distraction faillit me coûter la vie. Du coin de l'œil, j'aperçus un autre voleur, plus mince et plus rapide que l'alpha, se faufiler entre les gardes. Il tournait en rond, attendant une ouverture, et l'attention momentanée que Varric m'avait accordée lui avait fourni cette ouverture. Il ne se jeta pas sur nous. Il bondit, tel un flou gris silencieux, visant le côté non protégé de Varric. Je n'eus pas le temps de crier pour l'avertir. Je n'eus pas le temps de réfléchir. Je ne ressentis qu'une vague de terreur primitive à son égard. Ma propre vie, sa vie, notre existence maudite et entremêlée. Tout cela se concentra en une seule impulsion désespérée. Le protéger. J'ai de nouveau tendu les mains, non pas pour me défendre, mais pour repousser le loup qui attaquait. Je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je savais seulement que je ne pouvais pas le laisser l'atteindre. Cette fois, ce n'était pas des griffes. Une vague de force, visible sous la forme d'une distorsion scintillante dans l'air éclairé par la lune, jaillit de mes paumes. Ce n'était pas une explosion physique, mais une vague de pure sensation concentrée. C'était le sentiment d'un désespoir absolu qui écrasait l'âme. Les ombres revendiquaient que le vide envahissant qui me consumait était devenu une arme. Le loup était à 2 mètres de Varric lorsque la vague le frappa. La créature poussa un cri, un son de pure agonie, et sa ruée affaiblit. Il a trébuché, ses puissants membres soudainement discoordonnés. Il s'est effondré sur le côté, gémissant, son corps convulsif. Il n'était pas blessé, pas physiquement, mais ses yeux jaunes sauvages étaient écarquillés d'une terreur qui dépassait la peur d'un chasseur. C'était la terreur de l'oubli. Il ressentait ce que je ressentais depuis des jours. L'effacement lent et froid de sa propre force vitale. J'avais poussé l'ombre sur lui. L'effort fut catastrophique. L'énergie empruntée, la chaleur du sang de Varric disparut en un instant, consumée par l'incroyable effort. C'était comme un barrage qui se rompait. Le froid revint 1000 fois plus puissant qu'auparavant. C'était un tsunami arctique, un coup physique qui me fit plier les genoux. Le monde devint gris, puis noir sur les bords. La dernière chose que j'ai vue avant de m'effondrer, c'est Varric qui tournait sur lui-même, le visage figé dans un masque de choc, les yeux ambrés écarquillés, regardant tour à tour le loup convulsif et moi. La dernière chose que j'ai ressentie, c'est la terre dure et froide qui venait à ma rencontre. Je dérivais dans une mer de néant gris. Il n'y avait ni douleur ni peur, juste une profonde et ultime fatigue. C'était donc ça, la fin. J'avais dépensé mon unique bouffée de vie volée pour sauver la sienne. L'échange semblait équitable, œil pour œil, vie pour vie. Un sentiment de paix tranquille m'envahit. Il n'y avait plus de lutte, plus de combat, seulement la libération. Mais quelque chose me retenait. Une voix lointaine et désespérée qui m'appelait par mon nom. Une chaleur brûlante qui tentait de percer la glace envahissante. Sarah, Sarah, ouvre les yeux, reste avec moi. C'était Varric. Sa voix était une bouée de sauvetage, une menace sonore dans le silence écrasant. Je m'y accrochais.
Avec un effort monumental qui me donna l'impression de soulever une montagne, je forçai mes paupières à s'ouvrir. Le monde redevint net. J'étais allongé sur le sol de la forêt, la tête posée sur les genoux de Varric. La bataille était terminée. Les rebelles restants s'étaient enfuis, emportant leurs blessés avec eux. Les corps des morts, loups et gardes, gisaient immobiles dans la clairière éclairée par la lune. Mais mon monde, c'était Varric. Il était penché sur moi, le visage pâle, les yeux hagards, animés d'une peur frénétique et désespérée qui éclipsait tout ce que j'avais vu en lui auparavant. Le sang des coupures sur ses bras coulait sur ma cape, des fleurs sombres sur de la laine sombre. « Tu es froide, dit-il d'une voix cassée. Par les dieux, tu es glacée. » Ses mains étaient sur mes joues. Son contact était une tentative désespérée de partager sa chaleur. Mais je la sentais à peine. Le froid était désormais en moi. Il était ce que j'étais. Je l'ai repoussé, murmurai-je, ma voix sèche comme un bruissement de feuilles. Je sais, dit-il, la voix épaisse d'une émotion étouffée. J'ai vu Sarah. Qu'est-ce que c'était? L'ombre. J'ai respiré. Je pense que je l'ai donné au loup. Ses yeux s'écarquillèrent dans une compréhension horrifiée. J'avais canalisé la chose même qui était en train de me tuer. Il regarda le loup solitaire. Il était encore en vie, mais à peine. Il était couché sur le côté, sa respiration était faible, son corps puissant était amaigri et frêle. Il semblait vieux, flétri. Il mourait de la même mort lente et douloureuse qui avait été prévue pour lui, puis pour moi. « Ce n'est pas suffisant, murmura-t-il, son regard se posant à nouveau sur moi. Tu en as trop utilisé. Tu as tout donné. Sarah, tu t'éteins. Il avait raison. Je pouvais le sentir. Les contours de mon être se dissolvaient, ne faisant plus qu'un avec la nuit froide et silencieuse. Mon lien avec le monde était une corde effilochée. Même le lien entre nous semblait ténu et distant. Non, dit-il, sa voix se transformant en un grognement féroce et déterminé. Il secoua la tête, refusant, rejetant cette idée. Je ne te laisserai pas faire. Il se déplaça et me prit dans ses bras. Il me souleva du sol comme si j'étais une enfant, ma tête reposant contre son épaule. Sa force contrastait brutalement avec mon absence totale de force. « Retournez au château !» rugit-il à ses gardes. « Maintenant !» Le voyage de retour fut d'un rêve éveillé. J'étais consciente des secousses, des arbres sombres qui défilaient, des visages sombres et inquiets des gardes. Mais j'étais surtout consciente de Varric. Ses bras formaient une cage de fer autour de moi. Son corps était une fournaise contre mon dos. Son cœur battait contre mon oreille à un rythme frénétique et désespéré. Et à travers le fil ténu et vacillant de notre lien, je sentais sa terreur, sa rage, son refus absolu et hurlant de me laisser partir. Il déversait son énergie en moi, un flux constant et volontaire de chaleur et de vie, essayant de tenir l'ombre à distance. C'était un effort futile, comme essayer de retenir la marée à main nue, mais il n'arrêtait pas. Nous avons fait irruption dans ses appartements. Il ne m'a pas posé sur le lit. Il se dirigea vers l'énorme lit recouvert de fourrure et m'allongea doucement au milieu des peaux douces. Le feu avait été attisé et la pièce était chaude, mais la chaleur ne pouvait pas atteindre le froid qui émanait de moi. Il se tenait debout au-dessus de moi, une silhouette imposante et puissante, vaincue par l'impuissance. Le roi qui pouvait tuer un loup monstrueux à main nue ne pouvait rien faire pour empêcher la vie de s'échapper de mon corps. « Il doit y avoir un moyen, murmura-t-il à lui-même, arpentant la pièce devant le lit comme une panthère en cage. Le sang, ce n'était pas suffisant. Il ne t'a donné que la force de dépenser. » Il s'arrêta, les mains serrées en poing sur les côtés. « Le lien, c'est un conduit. La vie coule de toi vers moi. » Son rituel sanglant a permis à un filet de sang de refluer, mais ce n'est pas suffisant pour remplacer ce qui a été pris. Il me regarda, les yeux brûlants d'une lueur désespérée et calculatrice. « C'est à sens unique, dit Calais. Mais il a tort. Ce n'est pas possible. Toute magie a un prix, un équilibre, commença-t-il à marmonner, rassemblant des fragments de tradition, de prophétie, de ce dont il venait d'être témoin. La mariée creuse, l'essence de vie libérée, le loup alpha. Il se tut, le regard fixé sur mon visage, mais ses yeux me transperçaient, voyant la forme et la structure de la magie qui nous liait. Puis son expression changea. Une terrible compréhension se fit jour dans ses yeux. C'était le même regard qu'il avait eu dans la bibliothèque secrète lorsqu'il avait décidé pour la première fois de se sacrifier.
Mais cette fois, c'était différent. Ce regard était plus vif, plus certain. Il n'avait pas trouvé de faille. Il avait trouvé le prix à payer. L'échange, murmura-t-il, les mots à peine audibles. Ce n'est pas seulement une vie contre une vie. La prophétie était incomplète. C'est un échange de nature. Il s'agenouilla près du lit et prit ma main glacée dans la sienne. Son toucher était brûlant. Sarah, tu étais sans loup, vide. Ta force vitale était pure, sans ancrage. Elle a nourri mon loup, l'a réveillé, l'a guéri. Mais ce n'était pas la fin de la transaction. Il regarda mon visage, puis ma main. La main qui avait manifesté des griffes d'ombre et de lumière. Cela a créé un espace en toi, un réceptacle vide. Et ma nature, mon loup, commence à le remplir. C'était fou, impossible. Et pourtant, c'était la seule chose qui avait du sens. Les griffes, la vague de désespoir. Ce n'était pas mon pouvoir. C'était un écho du sien filtré à travers moi. Que s'est-il passé ce soir? Tu as utilisé ce pouvoir? Cela a tout accéléré. Il a continué, la voix tendue par l'urgence. Cela a déchiré le récipient. L'ombre se précipite pour remplir le vide. Mais si je peux le remplir en premier, a-t-il ajouté, le regard intense, scrutant mon visage. Je ne comprenais pas. Que pouvait-il faire? La marque, dit-il d'une voix basse et lourde de sens. La véritable marque, la morsure, mon cœur, dont je sentais à peine les battements, fit un bond douloureux. La marque était le sceau final d'un lien d'union. Elle entrelacerait nos âmes, nos essences mêmes, complètement et irrévocablement. Colin avait dit que le choc de rompre le lien nous tuerait tous les deux. Quel effet le choc de le compléter aurait-il sur moi dans cet état? Le conseil l'a évité parce qu'il pensait que j'étais trop faible et que tu n'étais qu'un réceptacle pour la cérémonie. Ja, dit-il en caressant le dos de ma main avec son pouce. Mais c'est la clé. C'est la dernière partie du rituel, la dernière clause du contrat magique. Cela ne fera pas seulement de toi ma compagne. Cela imposera ma nature en toi. Cela ancrera l'esprit de mon loup en toi. Cela ne te donnera pas un loup, pas un vrai, mais cela comblera ce vide avec un écho du mien. Elle ne laissera aucune place à l'ombre. C'était un pari désespéré, une théorie farfelue basée sur des connaissances fragmentaires et une seule manifestation terrifiante de pouvoir. Cela pourrait te tuer, admit-il d'une voix rauque, le choc, l'afflux d'une telle puissance alors que tu es si faible. Cela pourrait te briser. Je plongeai mon regard dans ses yeux, dans les profondeurs ambrées où la détermination d'un roi luttait contre la terreur d'un homme. Il m'offrait une chance terrifiante, douloureuse, incertaine, mais une chance tout de même. L'alternative était de rester allongé là et de sombrer dans le néant. Mon choix n'en était pas vraiment un. Je ne pouvais pas parler, mais je lui serrais la main. Une légère pression vacillante. C'était suffisant. Une expression de détermination sinistre et déchirante se dessina sur son visage. Il se pencha sur moi, son corps me protégeant du reste du monde. Il baissa la tête, ses cheveux effleurant ma joue. Son souffle était chaud contre ma peau. « Pardonne-moi, murmura-t-il. Puis je sentis la pression aiguë de ses crocs contre la chair tendre de ma gorge. 3 mois, je me tenais sur le balcon en pierre des appartements du roi, une fine cape de laine enroulée autour de mes épaules, et je regardais la pleine lune suspendue comme une perle dans le ciel noir d'encre. L'air nocturne était vif, transportant l'odeur des pins et de la neige lointaine des sommets montagneux. Il faisait froid, un froid pur et naturel que j'appréciais. Pour la première fois depuis ce qui me semblait être une éternité, le froid était sur ma peau et non dans mes os. L'ombre avait disparu. La marque n'avait pas été un doux salut. Elle avait été une agonie, un feu, une guerre menée dans les confins de ma propre âme. Lorsque les crocs de Varric avaient transpercé ma peau, ce n'était pas seulement son essence qui m'avait envahi, mais tout l'esprit sauvage de son loup. C'était un raz-de-marée de puissance primitive, d'instinct ancestral, de pure domination alpha qui s'était abattu sur le fragile vide en moi. Le choc m'avait presque déchiré. Pendant des jours, j'étais resté alité, pris dans un rêve fiévreux, pris entre deux forces opposées. L'ombre, le vide glacial, luttait pour s'emparer de l'espace creux que je représentais. Et l'écho du loup de Varric, un prédateur doré et flamboyant, lutta pour le remplir, pour brûler l'ombre, pour revendiquer le territoire comme sien. J'avais été le champ de bataille, et finalement, un équilibre s'était établi.
Je n'étais pas une métamorphe. Je n'avais pas de loup à moi, une seconde forme dans laquelle me glisser au clair de lune. L'oméga sans loup que j'étais à la naissance était en substance ce que je restais. Mais je n'étais plus vide. Le vide en moi avait été comblé, marqué par l'écho spirituel du loup de Verek. Il vivait désormais en moi, une puissance tranquille et endormie, une chaleur constante et réconfortante, là où il n'y avait autrefois que de la glace. C'était un ancrage permanent qui liait mon âme à la sienne, une présence qui vibrait à l'unisson avec la grande bête qui arpentait sous sa peau. Je levais la main au clair de lune. Je pouvais encore les invoquer si je me concentrais. Les griffes d'ombre et de lumière, elles étaient mon héritage de cette terrible bataille, une manifestation de l'équilibre que j'incarnais désormais. Elles étaient une fête de la vie qu'il m'avait donnée, et les tempérées par la mort qui m'avait emporté, un paradoxe, une arme, un rappel. Les lourdes portes de la chambre s'ouvrirent, et je n'eus pas besoin de me retourner pour savoir que c'était lui. Je sentais sa présence non seulement comme un bruit ou un changement dans l'air, mais comme une vibration profonde dans ma poitrine. L'écho en moi chantant en reconnaissance de sa source. Ses pas étaient silencieux sur la pierre lorsqu'il vint se placer derrière moi. Son corps était un mur de chaleur familier. Ses bras puissants m'enlacèrent de la taille, me tirant contre son torse solide. Il posa son menton sur mon épaule, son souffle chaud effleurant mon cou près de l'endroit où se trouvait désormais une légère cicatrice argentée. Ce n'était plus une blessure, mais un sceau, une promesse. « Tu vas attraper froid », murmura-t-il. Sa voix était un grondement grave et satisfait qui me faisait vibrer. « Plus jamais », répondis-je doucement en appuyant ma tête contre son épaule. Je couvris ses mains des miennes, entrelaçant nos doigts. Ce simple contact n'était plus une transaction entre la vie et la mort. C'était juste un contact rempli d'une chaleur mutuelle, partagée et infinie. Notre lien n'était plus une malédiction parasitaire ou un canal de survie désespéré à double sens. C'était une rivière profonde et paisible, un courant constant et silencieux d'affection, de conscience d'une appartenance absolue qui coulait entre nous. Je pouvais sentir son contentement, sa force tranquille et l'amour féroce et inébranlable qu'il me portait. « La lune est magnifique ce soir, dit-il, son regard suivant le mien vers le ciel. Elle te va bien, souris-je. La lune n'était plus le présage d'un destin auquel je ne pouvais pas participer. Elle faisait simplement partie de notre monde. Et la meute est calme, remarquai-je en fermant les yeux et en déployant mes nouveaux sens. Je pouvais les sentir, un réseau tentaculaire et interconnecté d'esprit et d'âme répartis dans toute la vallée. Je ne pouvais pas entendre leurs pensées individuelles, mais je pouvais sentir la teneur de leur âme collective, satisfaite, sécurisée, forte sous le règne de leur roi restauré et de son inhabituelle Luna. Ils ne me regardaient plus avec pitié ou mépris. Ils me regardaient avec un mélange de crainte et de révérence. J'étais la Luna qui avait ramené leur roi d'entre les morts, l'Oméga sans loup qui avait affronté une meute de renégats et survécu à l'emprise des ombres. Mon existence tranquille et brisée avait été réduite en cendres, et de ces cendres, une nouvelle vie avait été forgée. Que l'heure est-il arrivée? Demandai-je d'une voix à peine audible. Câlin et les autres? Varric resta silencieux pendant un moment. Ils n'ont pas été exilés, dit-il finalement. L'exil aurait été une mort facile. Je leur ai infligé une peine plus sévère. Ils ont été dépouillés de leurs titres, de leurs terres, de leur place au conseil. Ils sont désormais au service de la meute. Callan, le grand stratège, supervise les cuisines. Lauren, qui vous traitait de coquille vide, nettoie les chenilles. Ils passeront le reste de leur jour à servir humblement, rappelant sans cesse qu'aucune vie n'est sans valeur et qu'aucune âme n'est un simple outil au service des ambitions d'autrui. C'était une punition juste et appropriée, la justice d'un roi, tempérée par la sagesse d'un homme qui avait regardé dans l'abîme. Il me tourna dans ses bras, ses mains encadrant mon visage, ses yeux ambrés, libérés de toute ombre et de toute douleur, brillants d'une adoration profonde et dévorante. « J'ai failli te perdre », murmura-t-il, la voix chargée de souvenirs. Dans cette clairière, puis à nouveau sur ce lit, j'ai affronté des armées et des bêtes cartes. Je n'ai jamais connu de terreur comparable à celle de penser à mon monde sans toi. Mais je suis là, dis-je en levant la main pour toucher la vieille cicatrice sur sa joue. Tu m'as sauvé. Non, dit-il en secouant la tête, une lueur féroce et passionnée dans les yeux. Nous nous sommes sauvés mutuellement. Ta vie a réveillé mon loup et mon loup.
Elle t'a donné un endroit où ancrer le tien. Il se pencha et pressa son front contre le mien, son parfum de pain et d'hiver m'enveloppant. Tu es ma Luna, ma compagne, mon miracle, la mariée creuse qui a comblé le vide de mon âme. Des larmes me montèrent aux yeux, mais c'étaient des larmes de joie profonde et irrésistible. Je n'étais pas un symbole, je n'étais pas un sacrifice. J'étais aimé par un roi, par un alpha, par un homme qui avait été prêt à mourir pour moi et qui m'avait plutôt montré comment vivre vraiment. Il m'embrassa alors d'un baiser profond et possessif qui contenait toutes les promesses de l'avenir. Il n'y avait pas de désespoir dans ce baiser, seulement la certitude d'un millier de levers de soleil à venir. C'était le baiser d'un commencement, pas d'une fin. Lorsqu'il s'est éloigné, nous sommes restés debout dans le silence de la nuit. Deux âmes qui avaient été condamnées à mort, liées par une malédiction qui, par un impossible coup du sort, était devenue notre salut. Il était le roi Alpha, son corps guéri et son pouvoir absolu. Et j'étais sa Luna, non plus sans loup, mais remplie de loups, une reine de l'ombre et de la lumière. La prophétie s'était réalisée, mais pas comme tout le monde l'avait prévu. Le roi mourant s'était relevé et la mariée creuse avait été guérie. Il prit ma main, sa poigne chaude et assurée, et ensemble, nous contemplâmes la vallée endormie qui était notre foyer, notre avenir. Et dans le calme de la nuit, sous une lune naissante, notre histoire commença véritablement.